Bonjour, bienvenue au deuxième cours d'électricité. Cette fois-ci, on va voir la loi d'Ohm, la résistance, les circuits en série, en parallèle, les groupements mixtes. Et on va faire des exemples aussi là pour appliquer la loi d'Ohm sur les groupements et sur des résistances en particulier. On commence tout de suite en écrivant la fameuse loi d'Ohm. La loi d'Ohm, c'est probablement l'outil le plus pratique, le plus efficace pour résoudre les circuits simples en courant CC. Vous l'avez probablement déjà vu au secondaire. Là. Delta V s'appelait peut-être U, dépendamment du professeur et du livre d'électricité que vous avez utilisé au secondaire. Là, je pense dans le cours de STE, Sciences, Technologies de l'Environnement. À la place de delta V, on utilise des fois la variable U majuscule pour l'énergie potentielle ou la différence de potentiel. Nous, c'est delta V, delta pour différence, V pour voltage ou tension, et on l'appelle DDP pour différence de potentiel ou tension ou voltage, mais je pense que c'est un anglicisme et on va préférer DDP ou tension. Ce sont les bons mots en français. L'unité de mesure, c'est des volts. C'est sûr que ça peut être mêlant là, parce que la variable, c'est V majuscule, delta V majuscule. Là, et l'unité de mesure SI, c'est V pour volt. Gardez en tête que delta V, là, c'est pas deux variables différentes ou une multiplication, c'est bel et bien une seule et même variable. Ensuite, on a R qui représente la résistance. Je l'avais expliqué dans le dernier cours, c'est l'opposition au passage du courant. Donc, plus on a une résistance R qui est grande, qui contient un nombre de ohms élevé, moins il y a de courant électrique qui va circuler à travers notre circuit ou à travers notre élément de circuit. I majuscule, c'est le fameux courant électrique. Unité de mesure, ce sont des ampères. C'est l'unité SI pour le courant électrique. Donc ça, on peut l'appliquer aux bornes d'un résistor en particulier. Dans un circuit, on représente le résistor comme une espèce de zigzag comme ça. Et on peut appliquer la loi d'Ohm aux bornes d'un seul résistor. Pour faire ça, vous avez besoin de brancher, soit pour vrai ou soit dans votre tête, dans votre imagination, un voltmètre, c'est-à-dire un appareil qui mesure la différence de potentiel en volts aux bornes du résistor. Il faudrait brancher aussi en série avec le résistor, soit avant ou soit après. Moi, je l'ai placé après, mais c'est tout à fait correct de placer le voltmètre avant le résistor. L'important, c'est que le voltmètre, j'ai dit le voltmètre, c'est l'ampèremètre. Pas commencer à vous mêler, ampèremètre, et celui-là, c'est le voltmètre. Bon, il y a assez des étudiants qui font des erreurs. Si le prof se met à en faire, les choses vont mal se passer. Ampèremètre, lui aussi. C'est mal écrit, là, mais vous comprenez, le A majuscule, c'est pour l'ampèremètre, le V majuscule, c'est pour le voltmètre. Donc, l'ampèremètre, on le place en série, c'est-à-dire sur le chemin du courant électrique, I, qui coule dans le fil rouge et qui va traverser le résistor. Que vous placiez l'ampèremètre pour mesurer le courant avant ou après le résistor, ça fait pas de différence. Les deux ampèremètres vont mesurer le même courant I. Et c'est normal, parce que le courant, on n'en perd pas. La pointe-tu, il y a une espèce de blague là, avec l'unité de mesure du courant qui est des ampères et l'idée qu'on ne perd pas de courant dans le résistor. Ce qu'on va perdre, c'est des volts. Là. Il va y avoir une chute de tension entre avant et après le résistor, parce que les volts représentent l'énergie électrique qui va être consommée dans le résistor. Donc, si on le consomme à la sortie du résistor, à droite, il va en avoir moins qu'à l'entrée du résistor, à gauche. L'entrée, c'est le côté où le courant entre et la sortie, c'est le côté où le courant sort. Donc, pour appliquer la loi d'Ohm sur un seul résistor, on mesure le voltage, on mesure l'ampérage et on calcule la résistance en isolant R dans l'équation. Ça nous donne R est égal à delta V sur I. Donc, ça se peut qu'on vous donne delta V, on vous donne I, et vous calculez R. Ça se peut aussi qu'on vous donne R et qu'on vous donne I. À ce moment-là, vous calculez delta V en multipliant bêtement R par I. Et ça se peut aussi qu'on vous demande de calculer le courant. À ce moment-là, vous isolez I et ça donne delta V sur R. Donc, vous isolez dans la règle de 3 la variable qui vous intéresse et vous appliquez la loi d'Ohm aux bornes d'un élément de circuit, une résistance à la fois, et ça marche bien. Parlons de la résistance. Dans le cours de sciences de la nature, on prend beaucoup de temps là, pour travailler avec la formule qui permet de calculer la résistance
en ohms d'un objet. Par exemple, d'un cylindre qui est fait d'un certain matériau. Et ce matériau-là est caractérisé par une résistivité. C'est une propriété caractéristique, résistivité, qu'on mesure en ohmmètre et qui décrit comment un matériau va s'opposer au passage du courant. Là, vous pouvez vous dire, wow, c'est quoi la différence entre résistivité, opposition au passage du courant, et résistance, opposition au passage du courant aussi? Dans votre cours, on n'en fait pas beaucoup, mais je vous l'enseigne quand même parce que c'est intéressant et ça peut être important là, dans le domaine industriel quand vous allez travailler avec des fils conducteurs ou quand des employés de l'usine ou du commerce que vous visitez travaillent avec des fils conducteurs. Regardez bien comment ça marche. Quand vous voulez calculer la résistance d'un objet en ohms, par exemple, vous avez un morceau de fil conducteur cylindrique, bien ordinaire, en aluminium par exemple ou en cuivre, et vous vous dites, ouais, ça, est-ce que ça s'oppose beaucoup au passage du courant ou est-ce qu'au contraire, c'est un bon conducteur qui laisse passer les charges électriques facilement sans s'opposer au passage du courant? Il faut garder en tête que plus la résistance R est grande, plus la température en degrés Celsius va être grande aussi. Un matériau qui s'oppose beaucoup au passage du courant, généralement, va chauffer un peu plus qu'un matériau qui laisse passer le courant facilement. En freinant le courant électrique, l'électricité va chauffer les particules de matière, les molécules qui composent le fil, et va faire augmenter votre température. Cet effet-là s'appelle l'effet Joule et peut devenir très important et même faire brûler votre fil électrique ou faire briser des éléments de circuit qui sont en contact avec le fil s'il y a trop de chaleur qui est dégagée par l'électricité. Voyons comment ça fonctionne. Pour vérifier si on a beaucoup de résistance au passage du courant, on va chercher sur Internet la résistivité associée aux matériaux qui constituent le fil électrique conducteur. Vous tapez résistivité dans Google et vous allez tomber, par exemple, pour l'aluminium ou le cuivre, là, sur 6,78 fois 10 à la moins 6 ohmmètre. Chaque matériau possède sa propre résistivité. Chaque substance, que ce soit des alliages ou pas aussi, vont posséder leur propre résistivité. On pourrait trouver celle d'un muffin ou d'un raton laveur. Généralement, on va s'intéresser au conducteur. Ensuite, ça vous prend la longueur, L, en mètres, du fil électrique conducteur. Donc ça, c'est la longueur, L minuscule, en mètres de votre conducteur électrique. Et ça vous prend aussi la surface, qu'on appelle l'aire de la section transversale, en mètres carrés. La section transversale, si votre fil électrique est un cylindre, c'est la surface du cercle, on l'appelle la surface A, de la section transversale de votre fil. Et ça, c'est des paramètres que vous pouvez mesurer. Là. En allant chercher, par exemple, le diamètre D de votre fil, vous pouvez calculer A, la surface, avec pi fois d carré sur 4, ou si jamais vous avez plutôt le rayon R minuscule de votre fil, on va calculer A avec pi R carré, tout simplement. Vous connaissez déjà ces deux formules-là, et on peut aller chercher comme ça la résistance R qu'on va éventuellement utiliser dans la loi d'Ohm, delta V égale RI, à partir des paramètres géométriques, la longueur L minuscule du fil, le diamètre D minuscule du fil et la résistivité, qui n'est pas un paramètre géométrique, mais qui est une propriété caractéristique connue de notre matériau. Donc, vous pouvez vous amuser, je sais que ça vous amuse pas, mais vous pourriez vous amuser à calculer la résistance de fils conducteurs d'une longueur, par exemple, de 2 km, diamètre 3 mm, constitué de cuivre pur, et vous pourriez utiliser cette résistance R-là en ohms pour aller utiliser la loi d'Ohm, sachant par exemple qu'on va placer 25 kV de différence de potentiel aux bornes de votre fil et on va aller mesurer un courant, point d'interrogation, qu'on peut calculer avec la loi d'Ohm, connaissant la résistivité caractéristique de notre fil. Alors voilà comment on calcule les résistances à partir des paramètres géométriques. Maintenant, parlons des résistances en série et en parallèle. On appelle ça des groupements. Ce sont des groupements de résistance et vous avez deux choix et on peut mélanger ces deux choix-là. Là. Vous avez le groupement série
et vous avez le groupement parallèle. Voyons comment ça fonctionne. Un groupement série, là, c'est lorsque vous avez plusieurs résistors. Il peut y en avoir 2, il peut y en avoir 3, il peut y en avoir 4, une à la suite de l'autre. R1, R2, R3, une après l'autre. Et à ce moment-là, le courant électrique va visiter chacun des résistors, un après l'autre. Notez bien qu'il ne faut pas qu'il y ait d'intersection entre chaque résistor. Le courant, là, le fil électrique est un fil continu avec aucune brisure et aucune intersection entre chacun des éléments de circuit. À ce moment-là, on va dire que c'est un groupement en série. Si jamais il y a une intersection entre les résistors, ce n'est pas un groupement en série et vous pouvez pas le considérer et le traiter comme tel. Bon, avec un groupement en série, on peut remplacer le groupement de résistors, qu'il y en ait 2, qu'il y en ait 3, qu'il y en ait 8, qu'il y en ait 15, ça marche de la même façon, par un seul résistor équivalent qui fait le même travail que le groupement de résistors. Si on veut choisir un résistor équivalent, il faut calculer la résistance équivalente du groupement série en additionnant bêtement toutes les valeurs des résistances de chacun des résistors qui composent le groupement. Donc, la résistance équivalente là, du groupement que j'aurais ici, ce serait bêtement R1 plus R2 plus R3. On fait la somme des résistances en ohms de chacun des résistors. Et si on voulait, on pourrait remplacer ces 3 résistances-là par une seule résistance avec la résistance équivalente calculée comme ça. Généralement, ça donne pas trop de problèmes aux étudiants parce que c'est une bête addition et on peut reconnaître le groupement série facilement. Voyons maintenant le groupement parallèle. Groupement parallèle, plus subtil. Comme son nom l'indique, on va avoir les résistances côte à côte, comme ça. R1, R2, R3. Et encore une fois, j'aurais pu en dessiner plusieurs. Là. J'en ai fait seulement 3, mais ça marche aussi tant qu'on garde la même géométrie là, avec 4, 5, 8, 10, 15, 40 000 résistors. C'est la même formule et ça marche de la même façon. Là, vous allez voir que c'est particulier. Le courant électrique qui arrive dans le fil de gauche va frapper un nœud. Littéralement, ça s'appelle comme ça, là, une intersection. En électricité, on appelle ça un nœud. Il y en a un premier à gauche et il y a une autre intersection à droite aussi qu'on appelle aussi un nœud. Tous les endroits où le courant électrique a l'opportunité de se diviser ou de se recombiner, on appelle ça un nœud. Donc c'est un endroit où les fils électriques, les lignes noires vont se toucher. Ce qui va se passer, c'est que le courant va effectivement se diviser en 3 courants différents que je vais appeler I1, I2, I3 et qui vont traverser respectivement chacun des 3 résistors R1, R2 et R3. En traversant le résistor 1, le courant I1 n'est pas changé. En traversant le résistor 2, on va récupérer le même courant qui est rentré à l'avant de R2 et même principe pour I3 qui va rester le même entre le début et la fin de R3. Par contre, ces courants-là, à l'intersection, arrêtent d'exister, se recombinent pour redonner le courant total qu'on avait à l'entrée du groupement parallèle. Donc, tout ce qu'on a au début du groupement, I, on va le retrouver à la fin du groupement. Mais dans le groupement, le courant se sépare et vous avez deviné que I1 plus I2 plus I3, ça va nous donner le I total qu'on avait au début du groupement. Gardons le focus. Et imaginons que, comme le groupement série, on veuille remplacer le groupement parallèle par un seul et unique résistor équivalent. Pour faire le calcul du résistor nécessaire qui fait la même job que le groupement parallèle, voici l'équation. C'est 1 divisé par R1, on appelle ça l'inverse de R1, plus 1 divisé par R2, plus 1 divisé par R3, plus tant qu'il y en a, on continue comme ça. Et on fait exposant moins 1 à toute la parenthèse. L'exposant moins 1, pour ceux qui sont moins habiles en algèbre, là, c'est une division de 1 par le contenu de la parenthèse. Donc, on pourrait réécrire ça, là, résistance équivalente, comme étant la grosse division de 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus tant qu'il y en a. Écrit de la façon suivante, c'est équivalent à l'exposant moins 1 de ma parenthèse.
il y a d'autres particularités intéressantes des groupements série et parallèles. Par exemple, en série, je vous l'ai dit, mais je l'écris, le courant total qui entre dans le groupement est égal au courant I1 qui coule dans le résisteur 1, qui est égal au courant I2, qui est égal au courant I3, etc. Le courant électrique dans chacun des résistors I1, I2, I3 est le même que le courant total qui entre et qui sort du groupement. C'est pas le cas en parallèle. En parallèle, on a plutôt le courant total est égal à I1 plus I2 plus I3 plus tant qu'il y en a. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je l'écris parce que c'est important. Il y a une autre chose intéressante, c'est que si on place un voltmètre qui vient mesurer delta V1 aux bornes de la résistance 1 et qu'on place un autre voltmètre qui vient mesurer delta V2 aux bornes de la résistance 2 et qu'on place un autre voltmètre, parce qu'on aime ça ou on n'a pas le choix, qui vient mesurer delta V3 aux bornes de la résistance 3, on va se rendre compte que delta V1 est égal à delta V2 qui est égal à delta V3 et tant qu'il y en a. Le voltage, la tension est toujours la même en parallèle. Et quand on y pense, ça fait du bon sens parce que chaque côté gauche de chaque résistor est connecté sur le même fil. Regarde ça là, c'est tout le même fil conducteur. Et de l'autre côté, c'est le même principe. Tous les côtés droits des résistors R1, R2 et R3 sont connectés sur le même gros fil noir. Ça veut dire que on mesure en fait le même voltage, la même tension, peu importe où on place notre voltmètre. Et si on exagérait et qu'on allait, là, j'ai plus tant de place, ça va devenir pas beau. Je sais, vous dites déjà, c'était déjà pas beau. Voilà, si on mesure delta V total aux bornes du groupement, on va mesurer le même voltage aussi, qui est égal à delta V total, parce que c'est les deux mêmes fils. En série, c'est pas comme ça du tout. En série, si on vient placer des voltmètres aux bornes de chaque résistor, on va mesurer des voltages qui sont différents. Par contre, on peut écrire que delta V total, le voltage aux bornes du groupement au complet, va être égal à delta V1 plus delta V2 plus delta V3 plus tant qu'il y en a. Donc en série, les tensions s'additionnent les unes les autres pour donner la tension totale aux bornes du groupement. En parallèle, la tension est pareille partout. Donc regardez les différences entre les courants et les tensions qui se comportent de façon différente entre les groupements série et parallèles. C'est non seulement important, mais c'est la clé pour solutionner là, des problèmes en série et en parallèle. Bon, on fera des exemples un peu plus tard là où on va voir ces choses-là. En fait, non, on est rendu aux exemples et je vais essayer de vous en dessiner là qui sont représentatifs de ce que vous pourriez avoir dans les exercices. Ah oui, j'en ai un bon ici. Ah oui, oui. OK, je prends le temps de le dessiner, puis je vous encourage là, à le dessiner vous aussi. Ça, c'est la source. Un résistor. Je fais des lignes diagonales pour compliquer les choses un peu. Ici un autre, ici un autre résistance. Comme ça. On a cette ohms-là. Et puis, on a une 3 ohms. Ici. Et puis, j'ai reconnecté ça là. Wow! Ça, c'est tout qu'un circuit. Généralement, on va vous donner des valeurs numériques. Par exemple, on va vous donner le nombre de volts à la source de tension. On l'appelle epsilon. C'est une espèce de E là, stylisée. C'est une lettre grecque, en fait. Et on va vous donner généralement les valeurs pour les résistances. Moi, j'ai choisi des valeurs avec des nombres entiers. Comme ça pour mon exemple, pour que ce soit simple. Et là, vous voyez que vous avez un paquet de résistors. Et on pourrait être tenté d'avoir de la peine et puis de se rouler en boule là, et puis se demander quoi faire avec ça. Quand on voit un circuit comme ça où il y a plusieurs résistances et qu'il semble y avoir des groupements en série, en parallèle, tout mélangé, on reste cool et on essaie d'identifier des endroits à l'intérieur du circuit où les choses sont facilement reconnaissables. Et aussi, on lit la question, je ne l'avais pas écrit, je l'écris, je vous demande de trouver, si vous êtes capable, c'est votre défi, la résistance équivalente totale pour ce circuit-là. Et on pourrait aussi vous demander de trouver le courant I total qui est généré par la source. Pour mettre les choses claires, là, le courant I total
généré par la source, ce serait celui qui sortirait de la source et qui entrerait aussi dans la borne négative. Le courant conventionnel, vous le savez, part toujours du plus, fait le tour du circuit et revient à la source par la borne négative. Bon, regardons ce circuit-là et voyons si on est capable d'identifier des groupements facilement reconnaissables en série ou en parallèle. Je fais une pause volontaire. Je ne sais pas lequel vous avez vu en premier. Moi, je vois tout de suite la 5 ohms et la 6 ohms qui sont visiblement en parallèle. Donc ça, c'est un groupement parallèle et on peut calculer sa résistance équivalente. Pour faire ça, on utilise 1 sur R1 plus 1 sur R2 et on place ça à l'exposant moins 1. En parallèle, on peut calculer la résistance équivalente avec l'équation que j'ai donnée précédemment, 1 sur plus 1 sur, et tout ça à l'exposant moins 1. Vous prenez la calculatrice et vous le faites. Moi, je le ferai pas. La valeur numérique n'est pas importante. Ce qui est important, c'est que vous compreniez comment faire. Et on note cette valeur-là. Vous voyez, moi, j'ai encerclé et étiqueté. Je vous suggère de faire la même chose. Si vous avez des crayons de couleur, tant mieux. Utilisez-les pour bien voir ce que vous faites. Ensuite, on continue et on essaie d'identifier d'autres groupements qui sont visibles là, à l'œil nu et qui répondent aux critères qu'on a décrits tout à l'heure. L'autre groupement que moi, je vois, ce serait la 8 ohms qui est ici, qui semble être en série avec la 7 ohms tout de suite après. Et là, il y a des gens qui vont essayer de mettre la 3 ohms en série avec ça. Fais pas ça! Regarde, là, il y a un nœud ici, et ton groupement série s'arrête au nœud. Même principe, là, ici aussi, on a un nœud, là, donc on peut pas aller mettre ça en série, mais en fait, oui. En fait, oui, parce que on a transformé notre groupement parallèle en une seule et même résistance équivalente. Regarde bien. Normalement, on n'aurait pas eu le droit, mais comme on a été intelligent et qu'on a commencé par transformer la 5 et la 6 ohms, qui contient 2 nœuds, ce groupement-là 2 nœuds, en une résistance équivalente qui fait le même travail, mais qui n'est pas un groupement parallèle, là, on a le droit. Et je vais prendre mon gros crayon noir, là, et on va encercler, regarde ça, hop, tout ce gros groupement-là est en série. Ça veut dire qu'on peut additionner la 4 ohms, la valeur équivalente qu'on a trouvée pour la 5 et la 6, la 8 et la 7. Après ça, par contre, il faut s'arrêter, là. Il y a vraiment un nœud ici et il y en a vraiment un là aux extrémités de mon groupement série. Donc là, il faut faire d'autres étapes après. Mais faisons-le. Regardez bien. On commence avec la 4. Notre groupement série, ici, là, il va avoir R4 plus la réponse que je vais appeler R5-6 qu'on a calculé ici, plus R8 qui vaut 8 ohms, plus R7 qui vaut 7 ohms. Et là, on a fini. Et appelons ce groupement-là ARS pour R série. Et on pourrait l'étiqueter et faire semblant que notre circuit est maintenant constitué d'une seule résistance équivalente. À place de toute la branche de droite du circuit, là, on pourrait remplacer par RS qui est calculable avec la calculatrice. Maintenant, regardons la suite. Moi, ce que je vois là et qui me frappe, ce sont ces deux-là. Vous remarquez qu'ici, il y a un coin, un espèce là, d'endroit où le fil est plié. C'est seulement un endroit où le fil est plié et c'est clairement pas une intersection. Donc, on va dire que la 2 ohms et la 1 ohm sont en série. Donc ça, c'est un vrai groupement série correct et on peut dire, appelons-le R12, que c'est égal à 1 plus 2 ohms, donc 3 ohms, et on pourrait l'étiqueter comme ça, groupement série, résistance équivalente, 3 ohms. À partir de là, on se ramasse avec un circuit qui possède un groupement ici, la 3 ohms, et un autre groupement de 3 ohms à gauche. Je vais changer de feuille. Je vais garder celle-là proche, là, et je vais redessiner le circuit. Oh, mon marqueur noir a laissé des traces. Je vais redessiner la source. Je vais, à la place de la branche que j'avais à gauche, dessiner seulement un résisteur équivalent comme ça. Ici, j'ai mon fameux 3 ohms auquel j'ai pas touché encore. Et de ce côté-ci, j'ai mon gros groupement série et parallèle que j'ai appelé au bout de la ligne RS
Et ici, j'avais une 3 ohms là, qui était en fait R12 qui était égal à 3 ohms. Et j'ai toujours mon 40 volts plus moins ici. Mes groupements m'ont permis de simplifier dramatiquement mon circuit. Et l'idée de le redessiner, c'est que ça nous permet de garder les idées claires et d'identifier clairement les groupements. Là. Regardez bien, on voit ici que le gros groupement RS de tout à l'heure est en fait en parallèle avec la 3 ohms. Donc, on continue notre raisonnement et on calcule une nouvelle résistance équivalente qui va être 1 sur 3 plus 1 sur RS, tout ça à la moins 1. Et de l'autre côté, on a seulement la 3 ohms. Et là, on peut voir que tout ce groupement-là, tiens-toi bien, est en série, parce qu'il n'y a pas de nœud entre les deux, avec la 3 ohms ici. Et on va dire que la résistance totale, on est déjà rendu là, il ne restera plus de résisteur après cette étape-là, donc je l'appelle totale, va être égale à la 3 ohms plus la résistance équivalente qu'on vient de calculer. Et bingo, on a trouvé la réponse à la question qu'on nous posait, calcule la résistance totale. Si vous voulez pousser le raisonnement et aller calculer le courant électrique I total, qui coule à travers la source, vous utilisez la loi d'Ohm. Delta V est égal à RI et on va appliquer notre loi d'Ohm aux bornes de la source, c'est-à-dire qu'on va remplacer delta V par le voltage de la source, on va remplacer R par la résistance totale que voit la source, c'est-à-dire R total qu'on vient de calculer, et on va isoler le courant I total dans cette loi d'Ohm-là, appliquée sur le circuit au complet. On a le droit de faire ça. La loi d'Ohm, tu peux l'appliquer sur un résisteur en particulier ou sur le circuit au complet. Et en isolant, là, on va se ramasser avec I total est égal à delta V sur R. Donc, c'est les 40 volts divisés par la résistance équivalente qu'on vient de trouver. Et ça va vous donner la réponse. OK, bonne chose.